Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire vraiment très troublante. Celle d'une infirmière canadienne qui a signalé pendant plus de 7 ans des menaces, des appels inquiétants, des agressions. Elle a déménagé, changé de numéro, elle est même allée jusqu'à engager un détective privé. Et puis un jour, son corps est retrouvé sans vie, les mains et les pieds ligotés derrière le dos, avec du nylon. L'enquête évoque un suicide, mais quand on regarde les détails de l'affaire d'un peu plus près, tout devient beaucoup plus flou. Voici la terrible histoire de Cindy James. Cindy est infirmière. Elle vit à Richmond, en Colombie-Britannique. À cette époque, elle a 38 ans. C'est une femme posée, discrète, qui travaille auprès d'enfants en difficulté émotionnelle. Elle a des amis et une vie stable. En apparence, rien d'anormal. Elle a été mariée à un psychiatre, le docteur Roy Makepeace. Leur séparation à ce moment-là est assez récente. Ils se sont officiellement quittés en juillet 1982. Mais malgré leur divorce, ils sont restés en contact. Et au moment où tout commence, Cindy vit seule dans une petite maison de banlieue, tranquille. Sa sœur Mélanie habite à quelques minutes de chez elle, et elles sont très proches. Peu de temps après son divorce, à l'automne 1982, Cindy commence à signaler des incidents. Des choses étranges qui se passent chez elle et à son boulot. Cindy commence à recevoir des lettres et des fleurs fanées sur son lieu de travail. Les lettres sont composées de mots découpés dans des magazines avec des messages glaçants comme « Je vous vois » ou « Bientôt », accompagnés d'images troublantes, des couteaux, des cordes, des femmes bâillonnées ou étouffées. Elle n'a aucune idée de qui pourrait lui envoyer de telles horreurs. Ses collègues non plus, n'ont jamais vu personne déposer ces choses-là. Mais une chose est sûre, ça commence sérieusement à l'inquiéter. Peu à peu, des appels anonymes font aussi leur apparition. Le téléphone sonne plusieurs fois par jour, et quand elle décroche, il n'y a qu'une respiration lourde à l'autre bout du fil. Elle décide de tout rapporter à la police, et selon ce qu'elle raconte, de jour en jour, les appels deviennent de plus en plus inquiétants. La personne au bout du fil ne se contente plus de respirer, elle lui parle. Elle l'appelle par son prénom. À ce moment-là, Cindy comprend que ce ne sont pas des appels au hasard. Elle évoque ensuite plusieurs voix, des gens qu'elle ne connaît pas, qui lui décrivent au téléphone des agressions qui disent vouloir lui faire subir. Et même la façon dont ils veulent mutiler son corps. Quand elle raconte tout ça, elle est terrorisée. Sa voix tremble, elle regarde le sol. La situation la perturbe beaucoup. La police prend sa déposition et lui conseille de changer de numéro pour en prendre un non répertorié. En attendant, il lui demande de les prévenir à chaque nouveau appel. Mais au lieu de faire cesser le harcèlement, le fait d'avoir prévenu la police semble l'avoir aggravé. Le lendemain, Cindy reçoit 2 nouveaux appels. Cette fois, la voix au bout du fil ne se cache pas. Il lui dit « Tu penses que prévenir la police se protégera ? Tu verras. » Et ce n'est pas tout. Dans la nuit, quelqu'un essaye d'ouvrir la porte arrière de chez elle. Cindy se réveille en sursaut et son chien se met à aboyer. Terrifiée, elle appelle le 911. Une patrouille vient sur place, fouille les alentours, mais ne trouve rien. Cindy est tellement bouleversée qu'elle décide de passer la nuit chez un ami. Mais les jours suivants, le harcèlement continue. En l'espace d'1 semaine, quelqu'un brise la vitre de sa cuisine avec une pierre. Un autre soir, l'ampoule de son Porsche est fracassée. Et puis, elle trouve une nouvelle note inquiétante, faite comme les précédentes, à partir de lettres découpées dans les magazines. Cette fois, les mots sont encore plus dérangeants. Un jour, alors qu'elle est au travail, sa maison est cambriolée. Mais rien n'est volé. L'intrus a seulement éventré un oreiller, puis l'a dissimulé sous la couverture de son lit. Pas bizarre du tout. Cindy le découvre en allant se coucher. C'est là que ça devient un peu plus étrange. Le comportement de cette personne est menaçant, mais aussi très intime, très personnel. Et pourtant, Cindy n'a jamais vu personne. Pas une silhouette, pas un regard derrière une fenêtre, rien. Elle commence à se demander si quelqu'un de son entourage pourrait être impliqué. Dans son travail, Cindy intervient parfois dans des affaires sensibles. Elle est infirmière en pédopsychiatrie et il lui arrive de témoigner au tribunal pour protéger des enfants, même quand cela implique de les éloigner de leurs parents. Certains dans la communauté lui en veulent probablement pour ça. Mais ce harcèlement ne ressemble pas à une simple rancune, c'est autre chose. Quelque chose de plus obsessionnel. Quelques semaines après l'épisode de l'oreiller éventré, un nouvel événement étrange survient. Un soir, la police repère une voiture garée dans une ruelle, juste derrière la maison de Cindy.
Les phares sont éteints. À l'intérieur, tout semble immobile. Mais en s'approchant, les agents distinguent la silhouette d'un fusil posé sur le siège avant passager. Un homme est assis sur le siège conducteur. Il est âgé, mince, avec des cheveux blancs. Les policiers lui demandent qui il est. L'homme leur répond calmement « Roy, l'ex-mari de Cindy ». Rappelez-vous, elle avait été mariée à un certain Roy Makepeace. Leur mariage a duré 16 ans et leur séparation est vraiment très récente. Pour vous donner un peu plus de contexte, Cindy rencontre Roy pour la première fois à l'été 1965 à l'hôpital général de Vancouver. Elle a 21 ans, encore en dernière année d'école d'infirmière. Lui est psychiatre, plus âgé et travaille sur un post-doctorat. Mais Roy a 39 ans. Il est marié et a déjà 2 enfants. Malgré tout, leur relation démarre rapidement. Quelques mois plus tard, sa femme, qui travaille également à l'hôpital, découvre la liaison et demande le divorce. Roy épouse Cindy en décembre de la même année. Tout semble bien se passer entre eux, jusqu'à une réunion familiale à l'été 1981. Ce jour-là, la famille de Cindy remarque un changement. Quelque chose a changé dans leur relation. Une distance, une froideur. Cindy ne donne aucun détail à ce moment-là, mais environ un mois plus tard, elle confie à ses proches qu'elle prévoit de quitter Roy. Leur séparation est officialisée au printemps 1982. Et c'est quelques mois plus tard que le harcèlement a commencé. Pour les enquêteurs en charge de l'affaire, Roy semblait être le suspect le plus évident. Il était encore visiblement très attaché émotionnellement à Cindy. Mais ce fameux soir, quand les policiers lui ont demandé ce qu'il faisait là, garé pas loin de la maison de Cindy, Roy a répondu avec calme qu'il attendait le rôdeur. Il voulait le prendre par surprise et s'en occuper lui-même. Cindy l'avait appelé récemment en lui confiant qu'elle craignait pour sa vie. Même s'ils n'étaient plus ensemble, il disait vouloir l'aider. Mais pour les agents, son comportement allait au-delà de celui d'un ex-mari inquiet. Il paraissait possessif. Ils lui ont donc demandé de partir et de laisser l'affaire aux professionnels. Quelques nuits plus tard, Cindy est réveillée par quelqu'un qui tape à la fenêtre de sa chambre. Alors qu'elle décroche déjà le téléphone pour appeler la police, elle réalise que c'est Roy. Il tient son fusil et un couteau de chasse. À travers la vitre, il lui chuchote qu'elle peut dormir profondément cette nuit, parce qu'il monte la garde pour elle. La police a demandé à Cindy si elle pensait que le comportement de Roy devait être considéré comme un signal d'alarme. Mais elle a insisté. Roy n'était pas impliqué. Selon elle, c'était quelqu'un d'autre qui était responsable de ce qu'elle subissait. Elle précise même que c'est lui qui l'a poussée à déposer plainte et à signaler le harcèlement à la police. Le vrai problème, c'est que Cindy continuait à être harcelée. Les appels anonymes continuaient, les notes menaçantes aussi, avec des photos découpées, des mains tenant des couteaux, des femmes étouffées, des corps recouverts d'un drap. Cindy avait peur que la situation dégénère. Elle était terrifiée. Pourtant, à chaque signalement, les policiers répondaient présents. Mais à chaque fois, le résultat était le même. Aucune trace de l'agresseur. Jamais vu, jamais pris, pas d'indice, pas de piste. C'était comme traquer un fantôme. Et il faut le dire, l'enquête elle-même n'était pas exemplaire. Elle était, disons, loin d'être parfaite. C'est l'agent Pat McBride qui était intervenu le soir où l'oreiller de Cindy avait été lacéré. Dès le départ, il s'est intéressé de très près à son cas. Peut-être même d'un peu trop près. Il venait tout juste de se séparer de sa femme, et il semblait comprendre ce que Cindy pouvait ressentir. Il gardait un contact régulier avec elle, venait la voir après ses gardes, et 2 semaines après leur rencontre, il l'emménage chez elle. Officiellement, c'était pour assurer une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certains pensaient que cela la rassurait, d'autres qu'ils avaient entamé une relation amoureuse. Dans tous les cas, une chose est sûre, l'objectivité de McBride avait disparu. Et quand l'enquêteur devient trop impliqué, il devient aussi plus facile de passer à côté de certains éléments essentiels. Après son aménagement chez Cindy, quelque chose change. Le harceleur semble réagir à l'enquête, comme s'il suivait les mouvements de près. À ce moment-là, la compagnie de téléphone décide d'installer un dispositif sur la ligne de Cindy. Un système conçu pour permettre de tracer l'origine des appels menaçants et obscènes. Et là, dès que ce dispositif est mis en place, les appels cessent. Mais en échange, les lettres anonymes reprennent, encore plus nombreuses et menaçantes. Dans l'une d'elles, un message clair est inscrit. Débarrassez-vous des flics. Une autre nuit, Cindy affirme avoir vu un rôdeur dans son jardin. La police intervient immédiatement, fouille les environs, mais ne trouve rien. Aucune trace d'effraction, pas de pas dans la terre, aucune empreinte, aucun indice. McBride, lui, commence à douter. Est-ce que Cindy a vraiment vu quelqu'un? Mais environ 1 semaine plus tard, un élément étrange vient relancer le doute. La ligne téléphonique de Cindy est retrouvée sectionnée à 5 endroits différents. Et c'est la seule preuve physique retrouvée jusque-là.
Et pendant ce temps, la relation entre McBride et Cindy continue. Il ne semble jamais lui avoir parlé franchement de ses doutes. Au contraire, en décembre, il va jusqu'à lui demander sa main. Cindy refuse. Elle décline la demande de mariage et lui demande de partir. Mais malgré ça, ils continuent de se voir. Et McBride, même après avoir déménagé, continue à s'impliquer dans l'enquête. Jusqu'au jour où ce que Cindy redoutait depuis des mois finit par arriver. Le 27 janvier 1983, une amie proche de Cindy, Agnès Woodcock, passe chez elle pour lui rendre visite. Elles travaillent toutes les deux à la maison des enfants et Agnès fait partie des rares personnes à qui Cindy a parlé de ce qu'elle vivait. Agnès frappe à la porte d'entrée, mais aucune réponse. Pourtant, les lumières sont allumées. Alors elle appelle Cindy, lui dit de venir ouvrir. Toujours rien. Quelque chose cloche. Elle décide alors de faire le tour de la maison pour regarder par la fenêtre de la cuisine. Et là, elle découvre Cindy allongée dans l'allée, devant le garage. Elle est inconsciente et couverte de sang. À l'hôpital, les médecins examinent ses blessures et les policiers en prennent note. Cindy a une grande plaie à la main, probablement faite avec un couteau. Mais surtout, un bas en nylon a été serré autour de son cou, au point de lui couper la circulation. L'enquête est immédiatement reprise par un autre enquêteur, le détective David Bower-Smith. La police de Vancouver veut relancer les recherches face à l'escalade évidente de violence. Depuis son lit d'hôpital, Cindy raconte ce dont elle se souvient. Le détective voit bien à quel point elle est secouée. Il entend les tremblements dans sa voix. Elle a visiblement vécu quelque chose de très traumatisant. Et il lui promet qu'il fera tout pour retrouver le coupable. Cindy, en larmes, finit par lui raconter ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, elle rentre du travail beaucoup plus tard que d'habitude. Peu de temps après être rentrée chez elle, quelqu'un frappe à la porte arrière. Elle pense d'abord que c'est l'agent McBride. Il a l'habitude de venir la voir même après sa patrouille. Mais cette fois, ce n'était pas lui. Quand elle ouvre, elle se retrouve face à un homme qu'elle ne connaît pas. L'homme la saisit violemment et la traîne jusqu'au garage. Là, un deuxième homme l'attend. Et il tient un couteau. Cindy tente de se débattre, de les empêcher de lui attacher quelque chose autour du cou, le bas en nylon. C'est à ce moment-là qu'elle se blesse à la main, une entaille profonde faite par la lame. Elle sent qu'elle va perdre connaissance, sa vision devient floue, mais avant de s'évanouir, elle entend l'un des deux hommes la menacer, de tuer sa petite sœur Mélanie si elle parlait de quoi que ce soit à la police. Et c'est la dernière chose dont elle se souvient avant de perdre complètement connaissance. Le détective Bower-Smith, qui a enquêté sur des dizaines d'affaires complexes, comprend vite que ce qu'elle a vécu est terrifiant. Il la croit, il voit qu'elle est consumée par la peur. Mais quelque chose le dérange dans l'histoire. Tout semble pointer vers une vendetta personnelle. Quelqu'un qui la connaît bien et qui lui en veut. Mais Cindy dit ne pas connaître ses agresseurs. C'est là que ça coince. Si ce n'est pas quelqu'un qu'elle connaît, alors c'est une agression aléatoire. Mais dans ce cas, pourquoi un tel acharnement ? Pourquoi la harceler pendant des mois pour ensuite ne pas la tuer alors qu'ils en avaient clairement l'opportunité ? Quel était le but ? Le détective est perdu. Il tourne en rond et en revient toujours à la même question. Pourquoi Cindy ne reconnaît-elle pas ses agresseurs ? Le détective Bower-Smith était convaincu qu'il manquait une pièce du puzzle. Pour lui, Cindy retenait quelque chose. Il lui propose alors de passer un test au polygraphe, dans l'espoir de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Mais dès les premières questions de base liées à l'agression, Cindy échoue au test. Elle accepte d'en passer un deuxième, mais les résultats sont inconcluants. Bower-Smith ne tourne pas autour du pot. Il la confronte directement. Est-ce qu'elle a menti ? Et si oui, sur quoi exactement ? Cindy fond en larmes. Elle finit par avouer quelque chose dont elle n'avait pas parlé auparavant. Elle avait reconnu l'un des deux hommes, celui qui l'attendait dans le garage. Mais elle n'avait pas osé le dire à cause de ce qu'il avait menacé de faire à sa petite sœur Mélanie. Elle savait qu'il connaissait son nom, et si jamais elle parlait à la police, il lui avait dit clairement ce qu'il allait arriver. Elle reconnaissait le visage de cet homme, elle l'avait déjà vu, mais elle ne connaissait pas son nom. Même après cette confession, Cindy refuse de passer un troisième test au polygraphe et de répondre à d'autres questions. Elle a peur des représailles contre sa famille. L'agent McBride prend immédiatement sa défense. Il était présent à la maison lorsque certains appels menaçants ont eu lieu. Il a vu les notes, il les a lues lui-même. Et pour lui, il n'y avait aucun doute. La menace était bien réelle. Il assure à Bower-Smith qu'après tout ce que Cindy avait traversé, il était logique qu'elle ait voulu protéger sa sœur et sa famille. Cette prise de position par McBride finit par convaincre le détective. Il décide de continuer à soutenir Cindy, même si malheureusement, les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur son agresseur. Un agresseur qui, lui, va continuer à la traquer tout au long de l'année 1983. Après sa sortie de l'hôpital, Cindy refuse de retourner vivre chez elle. Elle fait ses valises et part s'installer ailleurs, de l'autre côté de la ville. Mais à peine une semaine plus tard, le harcèlement reprend. Un soir, alors que McBride est chez elle, le téléphone sonne 3 fois d'affilée. À l'autre bout du fil, une voix hurle « Avez-vous déjà eu peur ?»
2 mois après ce déménagement, Cindy décide de changer à nouveau d'adresse. Et cette fois, ça fonctionne. L'été se passe sans incident, jusqu'au 22 août, où une nouvelle lettre est envoyée. Cette fois, elle est livrée à la maison des enfants, là où Cindy travaille. Cindy les déchire sans même les ouvrir. Et le 15 octobre, en rentrant du travail, elle découvre un chat mort sur son porche. Une corde est nouée autour du cou de l'animal, et à côté, une note. « Vous êtes la prochaine ». À ce moment-là, son sentiment de sécurité s'effondre. Son harceleur sait maintenant où elle habite. Encore une fois. C'est à ce moment-là que Cindy prend une décision. Elle engage un détective privé, Ozzy Caban, à la fois pour sa sécurité et pour augmenter les chances d'identifier enfin son agresseur. Ozzy Caban a 15 ans d'expérience. Il a travaillé pour des clients haut placés et fourni des services de sécurité à niveau professionnel. Dès son arrivée dans l'affaire, il se coordonne avec l'agent McBride et le détective Bower Smith à chaque nouveau signalement. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Aucune preuve concrète, aucun indice exploitable. Alors Ozzy décide de se concentrer sur la sécurité immédiate de Cindy. Il lui donne une bombe de gaz poivré à garder en permanence sur elle. Et l'équipe également d'un bouton d'alarme qu'elle peut activer à tout moment. Même si les lignes téléphoniques sont coupées, ce système permettrait d'alerter Ozzy en direct. Et c'est ce qu'il se passe le 30 janvier 1984 vers 18h. Cindy appuie sur le bouton d'alerte. Ozzy reçoit le signal, il bondit dans sa voiture, mais malgré la panique, il lui faut à peu près 15 minutes pour arriver chez elle. Quand il rentre, il est prêt au pire. Son arme à la main, il fonce vers la maison. Par la fenêtre de la cuisine, ce qu'il voit lui glace le sang. Cindy est allongée au sol, une flaque de sang autour de la tête. Elle est immobile. Ozzy ne perd pas une seconde, il donne un grand coup de pied dans la porte arrière, il entre précipitamment et fait le tour de la maison. Aucun signe d'un agresseur. Il se penche vers Cindy, elle est inerte, glacée, sans pouls. Il pense qu'elle est morte. Mais quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivent. Et en regardant de plus près, il remarque quelque chose autour de son cou. Un bas en nylon, serré à l'extrême, presque invisible dans le pli de sa peau. Il le coupe immédiatement, lui administre de l'oxygène, et à ce moment-là, Cindy reprend conscience. Elle présente plusieurs blessures. Elle a été frappée à la tête, lui laissant une bosse visible sur le crâne. Sa main gauche a été poignardée avec ce qui semble être un couteau de cuisine. La lame est allée si profondément que la poignée est arrivée au niveau de sa peau. Et juste sous la lame, une note trempée de sang est retrouvée. « Maintenant, tu dois mourir ». Les médecins notent également une trace de piqûre dans le creux de son bras droit, comme si on lui avait injecté un produit. Mais Cindy, encore une fois, n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Elle ne se souvient pas de l'agression, ni même des instants qui l'ont précédée. Elle est incapable de dire ce qui l'a poussée à activer son bouton d'alerte. Et comme d'habitude, aucune empreinte digitale n'a été retrouvée. Mais cette fois-ci, contrairement à la première agression, personne ne doute de la véracité de son témoignage. Si la piqûre était dans le bras droit, elle aurait dû utiliser sa main gauche. Or, c'est celle qui a été poignardée. Et il n'y a aucune aiguille sur les lieux, ce qui impliquerait un scénario élaboré. L'ordre des violences est flou, mais une chose est claire pour Ozzy. Cindy ne s'est pas fait ça toute seule. Cette deuxième agression a mis la police de Vancouver sous pression. Les blessures de Cindy étaient si graves que McBride et Bower Smith ont commencé à se sentir coupables d'avoir douté d'elle. Ils se sont donc accrochés à la seule piste concrète qu'ils avaient, l'homme que Cindy avait reconnu lors de sa première agression. Même sans connaître son nom, ils ont essayé de créer un portrait robot à partir de sa description. Ils ont littéralement supplié Cindy de leur donner des détails supplémentaires, persuadés que la meilleure façon de protéger sa famille, c'était d'attraper cet homme. Et c'est là que les choses prennent une tournure inattendue. Cindy finit par dire qu'elle sait exactement qui l'a attaquée. Quand les policiers lui demandent pourquoi elle ne l'a pas dit plus tôt, elle leur répond que c'était Roy, son ex-mari. Elle explique qu'elle avait trop peur de dire la vérité par peur de ce qu'il pourrait lui faire. Elle raconte qu'il a été violent pendant leur mariage, qu'il lui a fallu des années avant de trouver la force de partir, car il l'a menacée de mort à plusieurs reprises si elle le faisait. C'était aussi pour ça qu'elle était restée en bons termes avec lui, pour éviter qu'il ne passe à l'acte. La police, de son côté, soupçonnait Roy depuis le début, mais sans jamais avoir de preuves solides. Après l'aveu de Cindy, ils l'ont convoqué le lendemain pour l'interroger. Pendant 6 heures, ils ont tout fait pour lui faire avouer. Mais il a fermement nié, choqué par les accusations. Il leur a dit qu'il avait passé Noël avec ses parents, que tout s'était bien passé et qu'il n'avait rien à voir avec ses attaques. Il a même refusé de donner ses empreintes. Il disait ne pas être l'agresseur et qu'aucune preuve ne pourrait le relier à l'affaire. La police a fini par relâcher Roy, faute de preuves concrètes. Il n'avait pas d'autre choix. Pour l'instant, il restait hors de cause. Mais si ce n'était pas lui, alors qui était responsable ?
On arrive en juillet 1984 et le quotidien de Cindy est entièrement envahi par le harcèlement. Les appels menaçants se succèdent. Quand sa ligne personnelle est coupée, les appels reprennent sur son lieu de travail. Malgré tout, Cindy continue à se rendre chaque jour à la maison des enfants. Mais ses collègues remarquent qu'elle va mal. Elle semble constamment épuisée et passe parfois toute la journée enfermée dans son bureau. Elle perd du poids à vue d'œil, usée par le stress, l'angoisse et le manque de sommeil. Quelques jours plus tard, le 23 juillet, une nouvelle agression survient. Vers 20h30, Cindy promène son chien dans un parc près de chez elle. Une heure plus tard, alors qu'elle revient vers sa voiture, une camionnette verte arrive à sa hauteur. Un homme et une femme sont à l'intérieur. Le conducteur baisse la vitre et lui demande son chemin. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé ensuite. Cindy dit se souvenir de rien. C'est son voisin qui l'a retrouvée tard dans la nuit, effondré devant sa porte. Il était un peu plus de minuit. Quand il est descendu, il l'a vu essayer de se glisser tant bien que mal à l'intérieur. Il s'est approché et c'est à ce moment-là qu'il a vu son visage. Il était bleu. Autour de son cou, un bas en nylon tellement serré qu'il aurait été impossible d'y glisser une lame. Et sur son bras, 2 nouvelles marques de piqûres. La police s'est rendue dans le parc où elle avait promené son chien plus tôt. Ils l'ont retrouvé errant, seul, sa laisse traînant derrière lui. Sur les lieux, ils ont repéré des traces de traînées sur la terre. Une des chaussures de Cindy, ainsi que sa bombe de gaz poivré. Mais aucune piste exploitable. Alors qu'elle se remet à l'hôpital, un appel étrange parvient à la réception. Un homme demande des informations sur les systèmes de sécurité mis en place. Il refuse de donner son nom, puis raccroche. Les enquêteurs, intrigués, font écouter un enregistrement de la voix de Roy à la réceptionniste. Elle dit que la voix lui paraît familière, mais sans pouvoir l'identifier formellement. À ce stade, la police est plus déterminée que jamais à mettre la main sur l'agresseur. D'autant plus que cette 3e attaque a été médiatisée par la presse locale. Toujours convaincus que Roy est impliqué d'une façon ou d'une autre, les enquêteurs reprennent tout depuis le début. Ils interrogent son employeur, son ex-femme, les collègues de Cindy, ses anciens élèves devenus adultes, jusqu'aux parents des enfants qu'elle a aidés au fil des années. Ils vérifient les antécédents de chacun, fouillent le moindre recoin, mais rien. Pas la moindre preuve, ni la moindre piste solide. Ozzy avait tout mis en place pour protéger Cindy. Caméras de sécurité, système d'alarme, boutons de panique dans chaque pièce de la maison. Il lui avait aussi fourni une radio bidirectionnelle pour qu'il reste en contact à tout moment. Mais malgré tout ça, les attaques ont continué. Pas de traces d'intrusion, aucune empreinte sur les lettres, aucun indice sur les appels et toujours aucun visage identifié. La police décide alors d'intensifier la surveillance. Une camionnette est garée en permanence devant chez Cindy, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plusieurs semaines. Un accès direct est installé sur sa ligne téléphonique, permettant d'intercepter les appels. Et là, plus rien. Le harcèlement cesse. Mais dès la fin de la 2e période de surveillance, Cindy signale un appel suspect. Un appel silencieux, mais pour elle, c'est évident. C'est lui. Sauf que cette fois, les enquêteurs peuvent vérifier. Et ils découvrent que l'appel vient de l'intérieur de la maison. Cindy elle-même s'était appelée. Peut-être une erreur, peut-être un hasard. Mais la police commence à douter. Ils prennent contact avec les services publics de la région, ceux chargés de réparer les lignes téléphoniques. Et ils découvrent que tout le monde connaît Cindy. Elle est devenue une sorte de running gag. Pour eux, c'est la dame seule, désespérée, qui appelle sans arrêt pour signaler que ses lignes ont été coupées. Et une question arrive. Pourquoi n'a-t-elle jamais tout simplement payé pour protéger ses fils téléphoniques? Il existe des tubes de protection simples à installer. Elle aurait pu empêcher qu'on les coupe si facilement. Mais elle ne l'a jamais fait. Après cet épisode troublant, les enquêteurs ont commencé à douter plus sérieusement de Cindy. Une série de petits incendies éclatent chez elle. À 3 reprises, quelqu'un semble avoir forcé une fenêtre du sous-sol pour jeter des feuilles de journal enflammées à l'intérieur. Mais les feux sont faibles, mal préparés et ne causent aucun vrai dégât. En examinant la scène, les agents remarquent des éléments suspects. Aucune trace de pas dans l'herbe haute autour de la fenêtre, aucune rayure sur le cadre, pas d'empreinte ni de poussière déplacée sur la fenêtre. Tout indiquait que la fenêtre n'avait pas été forcée de l'extérieur, mais ouverte depuis l'intérieur. L'un des agents en arrive à la conclusion que Cindy aurait pu elle-même mettre le feu. Lorsqu'elle entend ça, elle s'effondre. Elle nie en pleurant, en crise totale, répétant « Vous ne me croyez pas ». Mais à ce stade, le doute s'est clairement installé dans l'esprit des enquêteurs. Ce nouveau rebondissement met la police dans une situation délicate. Après avoir investi autant de temps et d'argent dans l'affaire Cindy, ils se retrouvent face à un dilemme. Si tout cela n'est qu'un mensonge, ils passent pour des imbéciles. Mais si Cindy est réellement en danger, alors ils ont échoué à la protéger pendant 3 ans. Alors que les autorités se demandent comment avancer, Cindy est à nouveau agressée. Le 11 décembre, elle disparaît pendant sa pause déjeuner. Elle réapparaît quelques heures plus
tard dans un parc, désorientée, sans chaussures ni manteau, alors qu'il fait froid. On est en plein mois de décembre. Elle a des ecchymoses sur les jambes, un œil au beurre noir et un bas de nylon serré autour de son cou. Encore une fois, une trace d'injection est retrouvée dans son bras. Mais là encore, aucun témoin, aucune preuve concrète de l'enlèvement. Et Cindy ne se souvient de rien. Elle pense avoir été droguée, mais les tests ne révèlent aucune trace de substance dans son corps. Un policier qui connaît bien l'affaire demande une évaluation psychiatrique. Les médecins remarquent que Cindy est de moins en moins coopérative. Elle répond peu ou pas du tout aux questions des psychologues. En fin de discussion, celui-ci laisse échapper quelque chose. Il pense que les blessures pourraient avoir été infligées par Cindy elle-même. Mais il précise qu'aucune conclusion ne peut être tirée sans examen approfondi. En avril 1986, un incendie détruit une pièce entière de la maison. Cette fois, tout semblait prouver qu'on essayait de l'attaquer à nouveau, jusqu'à ce que les experts concluent que le feu avait été déclenché de l'intérieur et que la fenêtre avait été brisée depuis la pièce. Lorsqu'on lui a présenté les preuves, laissant penser que tout avait été mis en scène, Cindy s'est effondrée émotionnellement. Elle a accusé la police de l'abandonner et a pointé Roy, son ex-mari, comme responsable, malgré le fait qu'il avait un alibi solide. Il n'était même pas dans le pays à ce moment-là. Dès lors, la police l'a complètement discrédité. Cindy est devenue une paria, étiquetée comme instable, ce qui a déclenché chez elle une profonde dépression. Et Ozzy a fini par demander à la famille de la faire interner pour qu'elle reçoive un traitement. Mais Cindy refusait ce traitement, car pour elle, l'accepter, c'était admettre que le harcèlement n'était pas réel. Elle considérait cela comme une condamnation à mort. Si plus personne ne la croyait, les attaques continueraient sans jamais s'arrêter. Elle a tenté de s'échapper à plusieurs reprises de l'établissement et a fini par être attachée sur son lit, puis transférée dans un hôpital de sécurité maximale. Finalement, elle a accepté le traitement et après quelques semaines, elle a pu sortir. Pendant 1 an et demi, elle a lentement repris pied. Elle a déménagé pour la 6e fois en 4 ans. Elle a acheté une maison, pris un congé pour se rétablir, puis a repris un poste d'infirmière. Sa vie semblait reprendre un cours normal, jusqu'au 26 octobre 1986. Peu avant minuit, Cindy appuie sur son bouton de panique. Ozzy et la police arrivent rapidement sur place et ils la retrouvent dans son garage, à moitié consciente. Elle est étendue sur le siège conducteur de sa voiture, nue de la taille jusqu'en bas. Un bas en nylon est entouré autour de son cou et ses poignets ainsi que ses chevilles sont ligotés avec un deuxième bas en nylon. D'après Cindy, elle était rentrée du travail vers 20h30. Après s'être garée, elle est restée quelques instants dans sa voiture. Vérifiant ses alentours, elle sentait que quelque chose n'était pas normal. En tentant de sortir, elle aurait été attaquée par derrière, puis elle aurait perdu connaissance. Lorsqu'elle reprend ses esprits quelques heures plus tard, elle parvient à se libérer partiellement et à atteindre son bouton d'alerte dissimulé dans son sac à main. Pour tous ceux impliqués dans cette affaire, cette agression est un vrai choc. Après presque 2 ans sans incident majeur, cet épisode marque une reprise brutale. Cindy affirme qu'elle n'a jamais cessé d'être harcelée. Elle avait seulement arrêté d'en parler parce que la police ne la croyait plus. Mais pour les autorités, cette histoire a des allures de répétition. Elle leur rappelle l'incendie précédent, qu'ils pensaient déjà être une mise en scène. Ils soupçonnent cette fois encore une manipulation. Dans l'espoir de confirmer leur hypothèse, ils font analyser les nœuds en nylon par un spécialiste médico-légal pour voir si Cindy aurait pu se ligoter elle-même. Mais le spécialiste a conclu l'inverse. Selon lui, les nœuds étaient trop complexes pour avoir été faits seuls. Même en essayant à plusieurs reprises, il n'a pas réussi à les reproduire. Dans son rapport, il écrit clairement « Cindy n'aurait pas pu se ligoter de la manière décrite ci-dessus. » Et ce n'est pas tout. Sur son corps, 2 poils pubiens étrangers ont également été retrouvés. Mais à l'époque, les analyses ADN n'en étaient encore qu'à leur début. Et cette piste n'a jamais pu être exploitée. Ce qu'on sait, c'est qu'après cette dernière attaque, Cindy a arrêté de tout signaler à la police. Et à la mi-mai, elle demande une arme à feu à Ozzy. Elle lui dit qu'elle est prête à se défendre, à s'en servir s'il revient. Et c'était la dernière fois qu'ils se sont parlé. Le 25 mai 1989, soit quelques semaines après cet échange, Cindy James est portée disparue. Elle devait célébrer l'anniversaire de la fille d'une amie ce soir-là, mais elle ne s'est jamais présentée. Sa voiture est retrouvée sur le parking d'un centre commercial. À l'intérieur a été retrouvé du sang sur le siège conducteur, ses affaires personnelles éparpillées, mais aucune trace de Cindy. Le 8 juin 1989, 2 semaines après la disparition de Cindy, un ouvrier municipal découvre son corps caché derrière une haie, près d'une maison abandonnée, à moins d'1 kilomètre où a été retrouvée sa voiture. Cindy est retrouvée attachée par les mains et les pieds, un bas en nylon noué autour de son cou. Son visage est noir de décomposition. D'après les experts, elle serait morte au moins 1 semaine plus tôt.
Mais la dégradation du corps empêche de conclure clairement si elle s'est suicidée ou si elle a été tuée. Elle portait les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. L'une de ses chaussures est retrouvée plus loin. Son chemisier présente plusieurs coupures, sans trace de blessures sur sa peau, ce qui laisse penser qu'elles ont été faites après sa mort. Il manquait aussi 2 boutons retrouvés à proximité. Autre détail troublant, aucune trace de lutte. Et ses vêtements sont relativement propres, malgré une semaine passée en plein air. Au départ, on pense à une mort par asphyxie, mais l'autopsie révèle autre chose. Cindy est morte d'une overdose. Dans son organisme, on retrouve un mélange potentiellement mortel de morphine, de Valium et de somnifères. La quantité de morphine retrouvée est environ 5 fois la dose fatale. Le problème, aucun de ces médicaments ne lui a été prescrit. Les enquêteurs envoient les liens à un expert médico-légal, et il affirme que Cindy aurait pu les faire elle-même, car les nœuds sont lâches. Mais cette hypothèse semble contredite par les blessures qu'elle s'est infligées en luttant. Il y a aussi une marque d'aiguille sur son bras droit, ce qui pourrait indiquer qu'elle s'est injecté elle-même la morphine. Mais alors, pourquoi ne trouve-t-on aucune seringue sur place? Pourquoi se ligoter après s'être injecté une dose aussi forte? Et comment elle aurait pu faire tout cela toute seule avant de perdre connaissance? Officiellement, l'enquête conclut que la cause du décès de Cindy était indéterminée. Mais beaucoup restent perplexes vis-à-vis de cette conclusion. Tout dans cette affaire est ambigu. Chaque élément peut être interprété des 2 façons. Soit Cindy a organisé toute cette mise en scène jusqu'à sa mort, soit elle a été victime d'un harcèlement long, cruel et méthodique que personne n'a réussi à prouver. Et c'est justement ce qui rend cette histoire aussi troublante. Franchement, je sais pas quoi penser de cette affaire. J'ai retourné l'histoire dans tous les sens. J'ai lu les rapports, les témoignages, les incohérences, les contradictions. Et plus j'avance, moins je comprends. Il y a des moments où je me dis, ok, elle a peut-être tout mis en scène. Et puis il y a des détails qui me font dire, mais comment elle aurait pu faire ça toute seule? Ou, et ça, pourquoi elle l'aurait inventé? Et puis là, mon cerveau décroche, parce que cette histoire, elle te laisse dans le flou total. Et c'est hyper inconfortable. T'as envie de comprendre, t'as besoin de réponses, mais il y en a pas. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Cindy disait la vérité? Est-ce qu'elle a tout inventé? Dans tous les cas, que ce soit un meurtre ou un suicide, cette histoire est profondément triste. Une femme a vécu des années de peur, d'angoisse, et elle a fini par perdre la vie dans des circonstances terribles. On ne peut qu'espérer qu'un jour la vérité soit faite, que ce soit pour elle ou pour ses proches. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. Nous, on se retrouve dans une prochaine histoire. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt dans le cercle de l'étrange. Ciao!